Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sous ce format nouveau, imposé par les conditions sanitaires. Je vais vous présenter donc l'actualité de la recherche et des projets à l'IDEO. Inutile de dire que l'année a été très perturbée, pour nous comme pour chacun d'entre vous. Ça a peut-être été une chance pour la recherche, on a eu plus de temps à consacrer à notre recherche, à nos études. C'est vrai que nous n'avons pas été très pressés de passer en ligne, à la différence de nos partenaires égyptiens qui ont immédiatement et très efficacement basculé leurs activités en ligne. C'était très impressionnant. Nous, c'est vrai que nous avons profité de cette période pour nous concentrer sur nos recherches. La recherche, en fait, ce qui est un peu nouveau, c'est que maintenant, ça fait déjà 5 ans, on a un groupe d'étudiants qu'on essaie de former à la langue arabe et à l'islamologie. Et donc la première promotion est arrivée, la première promotion des 5 frères est arrivée à terme. 2 ont dû abandonner en cours de route pour différentes raisons. Et nous avons 2 frères qui viennent de terminer leur master en études arabes et islamiques. Un frère pakistanais qui a terminé ses études à Rome parce qu'il n'a pas pu rentrer à l'université américaine en Égypte, ce qui était prévu. Et un autre, un frère indien, qui vient lui de terminer au Caire et qui repart en Inde début décembre. Un 3e frère, donc sur cette promotion de 5, termine maintenant sa 4e année, enfin commence en fait sa 4e année, le frère Paul, un frère du Nigeria, qui reste au Caire jusqu'en juin et il retournera chez lui ensuite. Et puis nous avons 2 nouveaux frères qui nous ont rejoints, le frère Mathieu Palérev, qui est un frère de la province de France, qui est en première année, et sur les 5 années, et le frère Réginald de Baconin, qui lui est en 2e année. Donc les 2 premières années sont consacrées à l'étude de l'arabe, et puis ensuite 2 années et demie suivantes consacrées à l'obtention d'un master en études islamiques à l'université américaine. Et nous espérons accueillir un nouveau frère à la rentrée prochaine, en septembre 2021, un frère qui sera probablement africain francophone. Voilà, on est en négociation encore avec les supérieurs. Ça, c'est pour les étudiants qui sont dans le premier cursus, le cursus de 5 ans. Ensuite, les doctorants. Le frère Mathéus, un frère du Brésil, a soutenu fin octobre sa thèse de doctorat en philosophie islamique. Il a fait ça en partenariat entre l'université de São Paulo et l'université de Montréal, McGill. Et il doit rejoindre l'équipe du Caire à partir du mois d'avril 2021. En particulier, il va remplacer le frère René Vincent à la direction de la bibliothèque. L'autre doctorant, c'est le frère Adrien Candiar, qui touche aussi un peu à la fin de ses études doctorales, qui espère terminer un premier brouillon complet de sa thèse le mois prochain, en décembre 2020. Ensuite, les chercheurs. Alors, à l'IDEO, au Caire, il y a actuellement deux frères qui font des recherches. Le frère Rémi Chénaud, qui travaille sur les questions de théologie du pluralisme religieux, qui lui devrait quitter le Caire fin décembre pour rejoindre le couvent de Lyon, et moi-même, qui essaye de faire un peu de recherche à côté de toutes mes activités à la tête de l'Institut, qui fait des recherches. Donc actuellement, je travaille sur l'édition d'un manuscrit de grammaire, un manuscrit très célèbre, mais qui n'a pas été beaucoup étudié. Voilà. Ensuite, en Égypte, mais pas à l'IDEO, 2 autres chercheurs sont très actifs. Le frère Michel Cuypers, qui habite à côté de Luxor, dans un village, qui continue ses recherches sur l'analyse rhétorique du Coran, et Aziz Hilal, qui est un franco-marocain qui travaille au lycée français du Caire et qui travaille parallèlement en philosophie islamique, donc sur El-Farabi en particulier, et qui a réussi cette année-là, et l'an dernier déjà, à libérer une journée par semaine pour venir travailler à l'IDEO. Alors, bien sûr, il y a d'autres chercheurs, il y a une trentaine de chercheurs à l'IDEO qui ne sont pas au Caire, qui ne sont pas en Égypte, et qui chacun continue ses activités à travers enseignement, recherche, voilà, tout un réseau de chercheurs, principalement en France, mais pas uniquement. Ça, c'était pour actualité de la recherche et des études en général. Ensuite, vous avez les projets à côté de nos activités ordinaires. Alors, vous avez actuellement 3 projets qui sont en cours.
Le premier, qui est le plus important, le projet Adawat, qui est un projet financé par l'Union européenne sur 4 ans, 2018-2022, pour un montant total de 500 000 €, qui inclut différents... Adawat en arabe, ça veut dire outils. Et le titre du projet, c'est des outils pour une pensée critique en études islamiques. Donc ça inclut renforcement des cours de français à l'université d'El-Azhar dans 3 sections. Une section de langue et traduction pour garçons, sciences humaines pour jeunes filles, et puis une institution, une école qui dépend directement du cheikh Ahmed El-Tayyeb, qui enseigne le français à des étudiants en théologie. Donc on renforce les cours de français dans ces 3 entités, ce qui inclut le financement de passages de tests du DELF, des stages en France, des séminaires de méthodologie. On fait venir en Égypte, alors maintenant là on va faire ça en ligne, on fait venir des enseignants qui forment les doctorants dans ces 3 entités, qui les forment à la méthodologie de la recherche, des colloques qui font partie, 2 colloques aussi organisés dans le cadre de ce projet Adawat. Le premier a eu lieu le mois dernier, donc en octobre 2020, sur la récitation. Récitation, l'apprentissage par cœur, à la fois bien sûr dans l'islam, mais pas uniquement. Et le prochain sera consacré au sens littéral. Ce sera un colloque comparatiste sur qu'est-ce que le sens littéral, qu'est-ce qu'on appelle le sens littéral. Donc ça, c'est 2 colloques organisés dans le cadre de ce projet Adawat. Et puis, la quatrième volet de ces activités Adawat, c'est le catalogage des manuscrits arabes de la Ligue arabe. Ici au Caire, la Ligue arabe a un institut qui s'appelle l'Institut des manuscrits arabes. Et donc le projet Adawat finance le catalogage de leurs manuscrits dans le logiciel Diamond, qui est le nouveau nom de Al-Kindi. Al-Kindi maintenant c'est uniquement la partie arabo-musulmane, et Diamond en fait est plus général, permet le catalogage de toutes sortes de documents dans différentes cultures et pas uniquement arabo-musulmanes. Donc le 4e volet de Adawat, c'est le catalogage de ces manuscrits de la Ligue arabe ici au Caire dans Diamond. Ça, c'est le premier projet Adawat qui est 2018-2022, donc encore 2 années, 1 an et demi de projet. Le deuxième projet, c'est le portail des bibliothèques d'Orient. C'est un projet financé par la Bibliothèque nationale de France. La première phase 2017-2020, pour un montant donc, de 20 000 €, financement de la numérisation de 300 ouvrages anciens de l'IDEO. C'est un projet qui est en fait financé par la BNF et que nous ici nous mettons en place avec l'IFAO. Donc on reçoit l'argent en commun et on scanne et on met en ligne en commun les livres, donc 300 ouvrages de l'IDEO, 300 ouvrages de l'IFAO. Et nous sommes en train de signer, c'est pas encore tout à fait fait, la phase 2 de ce portail des bibliothèques d'Orient, donc 2021-2022, pour un montant, donc c'est 2 fois moindre, 10 000 € et numérisation de 125 titres anciens, donc c'est des ouvrages du 19e siècle à l'IDEO, et même chose à l'IFAO, donc c'est toujours on fait le même modèle, un partenariat avec l'IFAO. 3e projet qui lui est signé et qui a commencé au début du mois de novembre, le projet Melon. Alors la fondation Melon, c'est une fondation qui finance le développement des bibliothèques et qui donne de l'argent à la BNF pour, alors attention il faut suivre, la Melon Foundation donne de l'argent à la BNF pour que la BNF intègre des nouveaux partenaires dans le portail en les faisant travailler dans Diamond. Voilà, donc il y a un montage à plusieurs partenaires qui vont travailler dans Diamond pour cataloguer leurs ouvrages dans notre logiciel afin qu'ils soient mis en ligne dans le portail Gallica. Alors c'est un projet sur 2 ans et demi, 2020-2023, pour 112 000 €, donc sur ces 29 mois exactement. Ça inclut du développement du logiciel lui-même, ça inclut de la formation des partenaires qui vont rejoindre Diamond pour travailler avec la BNF, et ça inclut la vérification des données de ces partenaires. L'idée, c'est que l'IDEO reste responsable non pas du catalogage de tous ces ouvrages, mais responsable de ce qu'on appelle le référentiel, c'est-à-dire les auteurs et les œuvres du patrimoine arabo-musulman, bien sûr. Et donc, il y a 2 nouveaux catalogueurs qui viennent d'être embauchés pour vérifier les données référentielles de ces partenaires actuels et futurs.
Alors, qui sont les partenaires qui travaillent actuellement dans Diamond, donc à côté de l'IDEO? L'Institut des manuscrits arabes, j'en ai déjà parlé, qui a commencé à faire ce travail dans le cadre du projet Adawat. Une bibliothèque italienne, Giorgio La Pira, qui est à Palerme, en Sicile, et qui commence à zéro. C'est un projet porté par la Fondation Jean XXIII en Italie, et qui regroupe tous les ouvrages islamiques que la Fondation possédait et qui vont être physiquement regroupés, enfin qui sont déjà maintenant physiquement regroupés à Palerme, et qui est consacré à l'histoire intellectuelle des mondes musulmans. Donc c'est un peu plus vaste que le monde arabo-musulman, c'est plus général, et ils travaillent déjà dans Diamond pour cataloguer leurs ouvrages. Un autre partenaire, c'est l'IFAO, donc l'Institut français d'archéologie orientale, qui a commencé à cataloguer ses manuscrits dans Diamond. Donc pas sa bibliothèque, qui reste sur son propre catalogue, mais les manuscrits, je crois, j'ai plus combien, une centaine de manuscrits que possède l'IFAO et qui sont en train d'être catalogués dans Diamond. Les partenaires qui sont appelés à nous rejoindre, la Bibliothèque du Vatican pour son fonds arabe, on va commencer par le fonds arabe, et puis des bibliothèques de manuscrits syriaques en Irak, à Erbil en particulier, donc ils vont aussi nous rejoindre. La BNF nous a dit qu'il y aurait d'autres partenaires, donc c'est à eux, c'est eux qui négocient, qui discutent avec ces futurs partenaires pour les faire rentrer dans le cadre de ce projet. Voilà, donc ça c'est les 3 projets en cours Adawat, avec ces 4 différents volets: le portail des bibliothèques d'Orient et le projet Melon de développement du logiciel Diamond. Alors parmi les activités courantes de l'Institut, il y a la publication du MIDEO, donc le numéro 35 vient juste de sortir. Depuis le numéro 31, le MIDEO est en ligne gratuitement, intégralement, grâce à la générosité des amis, ce qui lui donne une diffusion beaucoup plus large qu'auparavant. On peut continuer à l'acheter physiquement, il est publié ici au Caire à l'IFAO, mais il est parallèlement mis en ligne intégralement. Donc le numéro qui vient de sortir est consacré aux relations entre les chiites, duodécimains et les chrétiens. C'est un colloque qui a lieu à Paris en 2018. Le numéro qui sortira l'an prochain est consacré au taqlid et à l'ijtihad. Donc c'est dans les sciences islamiques l'idée de rentrer dans une école de pensée, soit par le biais du taqlid, donc la répétition et la réinterprétation des choses enseignées précédemment. Donc taqlid littéralement c'est la transmission, et l'ijtihad qui est la réflexion personnelle, l'effort de réflexion. Donc il y a une balance dans toutes les sciences islamiques, il y a toujours eu une balance entre le taqlid et l'ijtihad. Qu'est-ce qu'on transmet de ce qu'on a reçu et dans quelle mesure on peut produire du nouveau. Donc il y a le numéro 36, donc 2021 du MIDEO sera consacré à cette question. Le numéro 2022, donc le numéro 37, sera consacré au colloque qui vient d'avoir lieu au Caire sur la récitation et l'apprentissage par cœur. Comment est-ce qu'on peut tracer par de biais de sources écrites les phénomènes d'apprentissage par cœur et de récitation par cœur. Quelles sont les modalités de la récitation, quelles sont les traces que ce phénomène laisse dans les sources écrites, comment est-ce qu'on peut le caractériser et comment on s'en est rendu compte en fait durant le colloque. Ça repose la question très fondamentale de qu'est-ce que c'est qu'un texte, ça dépend de quelle étape du texte on parle. Le texte à l'état de projet, le texte à l'état de parole oralement donnée, le texte à l'état de notes prises durant la proclamation du texte, le texte quand il a été remis en forme, y compris soit par l'auteur lui-même, soit par des scribes professionnels. C'est quoi le texte et qu'est-ce que l'auteur, quelle est l'autorité de l'auteur sur ce texte? Et donc c'est surtout vrai pour les périodes les plus anciennes. Les périodes récentes, c'est plus simple, les textes sont publiés et la publication correspond à l'édition, c'est le même processus. Dans les époques anciennes, il y a des phénomènes de récitation, de transmission à l'oral qui font que le texte, toutes ces étapes sont très distinguées et il faut les prendre en compte quand on travaille sur les textes. Le numéro donc, de 2023 sera consacré aux théologies islamiques des catastrophes. Comment est-ce que l'islam, traditionnellement, donc à l'époque, dans les premiers siècles et puis au cours de l'histoire, a interprété les différentes catastrophes sanitaires,
écologiques, tremblements de terre, etc., comme signe de la présence de Dieu, punition, avertissement, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en évolution. Dans les toutes premières générations de musulmans, ils étaient tellement persuadés que Dieu était de leur côté que quand il y avait une épidémie, quand il y avait un tremblement de terre, c'était impossible que ce soit une punition. Ils ne pouvaient pas être punis puisqu'ils étaient la toute première génération, et donc ils interprétaient autrement que des générations successives qui ont pu ensuite interpréter les catastrophes comme des mises en garde de la part de Dieu ou comme des punitions, ou comme voilà. Le numéro de 2023. Et le numéro de 2024, je vais m'arrêter là, qui sera consacré au sens littéral. Et si vous avez bien suivi, c'est le thème du deuxième colloque organisé dans le cadre du projet Adawat. Voilà, donc la boucle est bouclée. Je vais m'arrêter là sur les midéos. Depuis le numéro... il y a une transition qui s'est faite depuis qu'Emmanuel Pisani est devenu directeur de l'IDEO. Moi, je ne fais qu'un intérim. Depuis qu'Emmanuel Pisani est devenu directeur de l'IDEO, c'est le frère Dennis Halft, un Allemand qui habite en Allemagne, qui est directeur du MIDEO, donc qui succède au frère Emmanuel et qui planifie maintenant, là, et qui suit le travail d'édition. Donc le MIDEO est publié ici au Caire, à l'IFAO. Ensuite, nos activités, la suite de nos activités ordinaires, qui ont été, il faut bien l'avouer, un peu en sourdine à cause de la situation sanitaire, les séminaires, les conférences. Comme je vous le disais, depuis le mois de mars, toutes nos activités sur place se sont arrêtées. On a repris des séminaires de l'Institut ici, mais en petit comité, en diffusant sur Zoom, etc. Donc c'est un peu nouveau pour nous. Et puis, donc ça, c'est les cycles de séminaires qui ont lieu normalement 2 fois par an, qui sont coordonnés par le frère Adrien Candiard. Et nous sommes aussi membres d'un groupement d'instituts français ici au Caire, donc avec l'Institut français d'Égypte, le CEDEJ et l'IFAO. Et nous avons un cycle de conférences qui s'appelle Midan Munira. Et donc l'IDEO est responsable d'organiser 2 conférences dans ce cycle tous les ans. La prochaine aura lieu le 6 décembre. Elle sera en ligne, vous pourrez y assister. Conférence donnée par Guillaume Di, qui est l'un des 2 éditeurs de ce très célèbre Coran des historiens, qui est paru l'an dernier aux éditions du CERF à Paris, et qui nous fait l'honneur donc de présenter ce travail, de présenter les enjeux d'une relecture historico-critique du Coran. Voilà, j'ai terminé pour ce qui est des activités de l'Institut. Un grand merci pour votre soutien. C'est très très précieux pour nous de pouvoir compter sur vous et de savoir que vous êtes là pour nous soutenir pour toutes nos activités, que nous ne sommes pas tellement ou pas trop dépendants des conditions sanitaires extérieures pour travailler. Et donc, au nom de toute l'équipe de l'IDEO, je vous remercie. Une bonne journée à vous.